Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Portrait chinois. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis entouré de guides, et pas n'importe quels guides, ce sont des guides touristiques, puisque nous allons parler d'une profession souvent méconnue, c'est le journaliste, ou la journaliste en l'occurrence, puisque nous avons une femme avec nous, les journalistes touristiques. Voilà, donc journalistes touristiques, des globetrotters pas comme les autres, et on va essayer de savoir pourquoi ce sont des globetrotters pas comme les autres. Déjà avec Salia Hadj-Djilani. Bonjour Salia. Bonjour. Alors Salia, vous êtes auteur de guide, journaliste, comment on vous qualifie? Auteur de guide de voyage. Auteur de guide de voyage, oui, d'accord. oui. Donc une base de journalisme. Exactement. Et puis donc là vous travaillez principalement pour le Petit Futé. Et puis vous avez également lancé un site récemment. Oui, il y a un site qui est différent des guides de voyage parce que c'est des podcasts audio et des vidéos, des reportages un peu partout en France et dans le monde. Super. Et puis avec nous également Chung Taossier. Alors c'est pas le local de l'étape, hein, mais Chung Taossier. Donc vous êtes journaliste. Et alors vous c'est un petit peu particulier parce que c'est dans l'autre sens. Vous êtes correspondant à Paris pour des magazines chinois comme le Condé Nast Traveler China, qui est basé à Pékin, le Modern Weekly à Shanghai, l'Arbiter à Shanghai également, et puis d'autres magazines à Taïwan, Hong Kong. Et puis vous avez écrit aussi quelques livres d'ailleurs. Ouais, alors le livre que vous avez écrit, c'était plus pour les lecteurs français ou pour les lecteurs de Chine, de Taïwan et de Hong Kong? La communauté chinoise, essentiellement à Hong Kong et à Taïwan, mais également pour la Chine. D'accord. Alors déjà, une première question qui s'adresse à tous les deux. Comment est-ce qu'on devient journaliste ou auteur touristique? Comment est-ce qu'on glisse vers le tourisme comme ça? Salia. Moi, en fait, ça a été un glissement naturel, vraiment, parce que j'ai toujours adoré voyager depuis que je suis toute petite. Et il paraît qu'il y a 4 ans, mes tantes me l'ont dit, hein, c'est forcément vrai donc. C'est vrai. Il paraît que je disais que je voulais faire le tour du monde, mais je l'ai complètement oublié. Parce qu'après, j'ai fait des études de lettres, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Vous avez fait Cannes, Hippocagne, voilà, des études donc un très cursus sérieuses. littéraire très sérieux. Beaucoup de latin, des choses vraiment assez balèzes, on va dire, hein, pour l'époque. Parce que j'avais 18 ans, j'étais assez jeune, je ne savais pas ce que je voulais. Et donc finalement, au fur et à mesure, au début, je voulais être prof. Et je me suis rendu compte que je voulais quelque chose de plus fantaisiste, qui correspondait plus à la vie quotidienne, où je puisse découvrir vraiment les choses. Et très naturellement, je suis allée vers le voyage. Et comment ça s'est fait? Tout simplement parce que je voyageais beaucoup moi-même avec des guides de voyage. Et un jour, je suis partie à Hawaï, mais j'avais fait rapidement Hawaï et j'ai voulu y retourner. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cherché un guide et ça n'existait pas. Donc, j'ai postulé vraiment spontanément. Personne m'a aidé, parce que les gens qui disent oui, tu as été pistonné, machin. Non, pas du tout. J'ai postulé spontanément et il se trouve que j'ai fait des tests rédactionnels et je suis partie écrire ce guide. Alors, vous avez postulé au Petit Futé déjà à l'époque? Oui, au Petit Futé, parce que c'était eux qui cherchaient quelqu'un pour écrire le premier guide français sur Hawaï, puisque c'est toujours d'ailleurs le seul et l'unique guide français sur Hawaï, parce que le Petit Futé, en fait, leur spécialité, c'est qu'ils font souvent des destinations qui sont un peu exclusives, qui sont un peu loin, que d'autres guides ne vont pas forcément faire. En tout cas, dans les guides français, c'est le seul. Oui, c'était une politique justement pour se démarquer un peu du routard, hein, exactement, qui est le concurrent, on va dire, du Petit Futé. Voilà. Et donc, je suis partie comme ça, faire le premier guide. C'était il y a 10 ans. Et j'ai adoré, bon, au-delà du côté paradisiaque d'Hawaï, j'ai adoré ce travail et ça m'a donné envie d'en faire plein. Et après, avec les actualisations, les créations, j'en suis à une 60aine de guides à peu près. Pour combien de pays? Vous avez voyagé dans combien de pays Je ne les ai jamais comptés, on me pose souvent cette question. Je sais qu'il y a des gens qui comptent les pays, mais moi, c'est plus une expérience. Je n'ai pas besoin de comptabiliser. Donc, en fait, je ne les ai jamais comptés, mais j'en ai fait beaucoup. Hein, donc, on peut dire que votre tour du monde que vous vouliez à 4 ans, ça c'est fait. Disons que j'ai fait une petite partie, oui. Mais il y a encore beaucoup de pays, notamment en Oui, Asie. on n'a pas parlé de tous les pays du monde, hein, on parlait de tour du monde. C'est un petit tour, on peut dire. Alors vous, Chung Tao, comment est-ce que vous en venez à faire du tourisme? Est-ce que vous êtes d'abord venu en France et après vous êtes venu au tourisme, ou c'est le tourisme qui vous a amené en France? Non, j'étais venu d'abord à Aix-en-Provence, en tant qu'étudiant en lettres modernes. J'ai rédigé ma thèse sur Quai de Maupassant, je me souviens très très bien. Donc pas trop de tourisme? Non, pas trop de tourisme, mais c'était un moment où des Taïwanais commencent à s'intéresser à la gastronomie française, les vins français, etc. Et puis j'ai rencontré un copain taïwanais qui fait une formation de vin et œnologie en France, à l'université de vin en Provence, Suisse de la Rousse. Et du coup,
à un moment donné, il m'a proposé un sujet que coécrit un livre. Après, on s'appelle Bistrot de Paris. D'accord. Et c'est là qui m'a vraiment ouvert une fenêtre sur la gastronomie française. C'est là où j'ai rencontré pas mal de chefs parisiens qui m'ont amené au Rungis, qui m'ont expliqué leur travail, etc., etc. Et là, je suis rentré dans le tourisme. D'accord, oui, parce que vous, dans vos nombreuses collaborations, vous parlez évidemment d'hôtels en France, de circuits, de séjours, etc. Mais vous faites aussi beaucoup de gastronomie, parce que c'est vrai que la gastronomie française est très réputée en Asie en général, mais particulièrement aussi en Chine, à Hong Kong et à Taïwan. Bah, tout à fait, parce que la gastronomie française, quand il a commencé à entrer à Taïwan, les gens ont commencé à parler de guide Michelin, des 3 étoiles, etc. Et à l'époque, il fallait expliquer qu'est-ce que c'est le guide Michelin, qu'est-ce qu'on cherche. Et à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de questions quand des amis taïwanais qui sont arrivés à Paris ou en France. Et ils ont tombé sur un restaurant trop touristique, pour ne pas dire le piège touristique. Ouais. Ils m'ont dit, nous, la réputation de la gastronomie française n'est pas si bonne que ça. Je dis, non. Il faut d'abord savoir choisir un bon restaurant, que ce soit étoilé ou pas. Et il faut savoir. Oui, il y a le mythe du restaurant à touristes où on ne mange pas forcément les meilleures choses. Ouais. Et le premier livre, Bistrot de Paris, c'était un grand succès, à notre surprise. On a édité 8000 exemplaires et ça a été vraiment un grand succès pour nous. Et du coup, ça a lancé nous tous les deux dans le métier. Moi, je continue à écrire sur la gastronomie. Et l'ami qui s'appelle Hussein Lin, qui restait dans le vin, qui est devenu un des plus grands écrivains sur le vin à Taïwan. Mais aujourd'hui, il est très connu en Chine également. D'accord, alors d'ailleurs j'ai oublié lequel, mais vous avez même eu un prix, je crois, pour un de vos livres, hein, c'est ça? Oui, c'était le salon international du livre gourmand à Périgueux. Oui, j'ai écrit un livre sur le chocolat. L'histoire du chocolat, ce n'est pas une recette, c'est vraiment l'histoire du chocolat. Oui, plus un livre historique que… Voilà, oui. J'ai raconté comment on a découvert l'histoire, comment on a découvert le cacao et comment on a introduit en Europe, etc. etc. Et ça aussi, c'était un succès. Voilà. Et puis vous avez eu un livre qui a été préfacé par Jacques Lang, à l'époque ministre de la Culture. Château de la Loire. Parce que Château de la Loire, on sait que Jacques Lang a été longtemps maire de Tours, donc j'imagine que c'était un plaisir pour lui de vous faire la préface de ce livre. Jacques Lang a été très gentil, qu'il a enquêté, et puis il a dit pas de problème, je vous fais une préface pour le livre. C'est super gentil. Alors du coup, ça a été le point de départ de votre vie en France, puisque du coup maintenant, depuis 91, je crois, vous êtes plus souvent en France qu'en Asie. Non, parce qu'en fait, depuis presque 10 ans, quand j'ai commencé à travailler avec Containers Travel Chine, et puis après, je suis devenu le membre de jury pour la privilégiature. C'est un prix qui récompense les hôtels dans le monde entier, mais essentiellement en Europe. D'accord. Et ça m'a permis de vraiment voyager partout et découvrir partout. Et il y a quelques années, j'étais même invité par le gouvernement chinois pour découvrir Tibet, pour Xinjiang, etc. Donc c'est vraiment, même grâce au vin, j'étais invité par le gouvernement. Oui, le vin français est de plus en plus populaire en Chine. Et aussi, j'étais parti au Chili grâce au vin parce que j'étais invité en tant que dégustateur pour un prix. Vin de Chili, donc j'ai pu aller au Chili, tout ça. Donc c'est un peu comme ça. Du coup, ça me permet de pouvoir voyager un peu partout et découvrir le monde. Alors tout ça, ça fait beaucoup de voyages. Du coup, moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça vaut le coup d'avoir un appartement à Paris, Salia? Vous passez combien de temps par mois dans votre appartement parisien? Ça, c'est une très bonne question qu'on me pose souvent. Je dirais, ça dépend des périodes, mais ça peut être en moyenne 15 jours par mois, on va dire. Quand même, oui, d'accord. Ouais, c'est quand même pas beaucoup. En moyenne, oui, d'accord. Mais j'aime bien revenir chez moi, c'est important de se poser, de revenir aux sources. Je vais aussi beaucoup dans le Var chez mes parents, parce que je suis originaire de Hyères, les Palmiers. D'accord. Et donc, c'est important pour moi de me ressourcer. Je pense que sinon…
voilà, il faut savoir quand même, faut se rappeler qui on est, d'où on vient, parce que sinon c'est pas possible, on perd un peu ses repères et je pense que c'est important, pour moi en tout cas. Oui, alors vous c'est une double perte de repères, c'est-à-dire que vous venez d'Asie en France pour vos études, et puis finalement, vous restez en France, mais malgré tout, vous voyagez partout. Donc en fait, pour vous, c'est un double déracinement, non? C'est une double punition ou un double plaisir, au contraire? Je pense que c'est un peu les deux, parce que je pense que ce qui est très bien, c'est que dans un pays le plus étranger pour moi, j'ai toujours comparé avec ma racine. Ce que j'ai appris, où j'ai grandi, etc. J'ai comparé à ça. Donc, c'est une façon de découvrir soi-même. Et j'ai réfléchi quand on voit notre culture. Forcément, vous allez miroiter, vous allez vous poser la question sur votre propre culture. Ça, c'est une chose très très importante et très intéressante quand on voyage. Je suis d'accord avec vous aussi. Chaque fois qu'on est allé très très loin, on est très content de revenir et retrouver notre matelas, notre les petites habitudes, la routine, c'est bien de temps en temps. Et de temps en temps. Et ce que vous dites sur la culture, le fait le miroir avec les autres, etc. Moi, je trouve qu'en voyageant, on se connaît vraiment mieux soi-même et qui on est aussi. C'est assez contradictoire, mais c'est vrai, j'ai aussi souvent ce sentiment que vous venez de donner là. Est-ce que c'est le fait de se retrouver le soir seul dans sa chambre d'hôtel qui fait justement qu'on a une certaine introspection? Non, mais la question est sérieuse. Est-ce que c'est justement l'occasion de se retrouver avec soi-même et peut-être de se connaître mieux, comme vous le dites? Oui, il y a de ça. Il y a le fait d'être dans sa chambre comme ça, seul, mais c'est surtout en fait plus au contact avec les autres que finalement on se pose des questions sur soi. Parce qu'il y a des moments où on va réagir. Et puis des gens très différents en plus. Voilà, exactement, selon les cultures, selon les civilisations, on n'a pas du tout les mêmes codes. Et tout d'un coup, on se dit, ça ramène forcément à soi. Et je trouve qu'il n'y a rien de tel que de voyager seul, c'est important, et au contact des autres pour vraiment se connaître. Mais c'est vrai qu'il faut quand même être globalement assez en forme, assez équilibré, parce que c'est vrai que si on sort d'une dépression, ça ne marche pas. En général, c'est plutôt l'inverse. C'est important de le dire, mais voilà quoi, il faut. Oui, c'est pas une bonne thérapie pour les gens qui ne vont pas bien. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que un esprit très ouvert. On est ça, oui. Et fait le premier pas vers les autres et toujours prêt à découvrir. Est-ce qu'il faut être très organisé et puis un peu bosseur aussi pour faire ce métier-là? Parce que moi, si on me dit que je vais partir faire des reportages touristiques, etc., moi, je pars en vacances. Mais quand je suis en vacances, j'écris pas, je travaille pas. Est-ce que ça demande d'avoir une discipline de travail et une discipline de vie plus rigide que les autres journalistes, par exemple, quand vous comparez avec les autres journalistes? Avant de partir, bien sûr, il faut mieux, toujours bien organiser. Mais par contre, une fois sur place, le plus intéressant, c'est toujours le petit accident. Oui, l'imprévu. Vous allez tomber sur un petit problème qui vous désoriente et puis qui vous amène à découvrir autre chose. Et le petit problème, ça vous fait rire. Alors justement, c'est le petit impondérable qui en fait devient un petit bonheur parce que vous allez découvrir un nouveau lieu ou ou rencontrer de nouvelles personnes. Ça vous arrive souvent, ça aussi, les petits impondérables comme ça en voyage? Je pense que c'est très important de laisser la part à l'imprévu parce que si on organise trop son voyage, finalement, on découvre rien. Ouais, ça devient ennuyeux. Ça devient ennuyeux et je pense que ça fait ça aussi aux voyageurs, ceux qui ont des circuits, au bout d'un moment, ils en peuvent plus, ils sont toujours ensemble et ils font tous la même chose et il n'y a pas ce côté imprévu. Donc c'est très important de laisser cette part à l'imprévu. Moi, je n'organise jamais complètement mes voyages. Je me laisse toujours cette flexibilité, même au niveau des transports. Parfois, je la réserve à la dernière minute en me disant, bon, peut-être que je vais trouver quelque chose d'autre sur le chemin parce que on ne peut pas savoir ce qu'on va trouver à l'avance. C'est la petite bouffée d'adrénaline, voilà, c'est ça? Exactement. Et c'est la vraie aventure du voyage, je pense. Et alors, une question qui va peut-être vous paraître ridicule, mais en tous les cas, je me la pose, donc je vous la pose. C'est un journaliste touristique, quand il prend des vacances, est-ce qu'il part? Oui, on n'a pas répondu à ça. Non, c'est vrai, c'est une question que je me suis beaucoup posée en préparant l'émission. Oui. Parce que tout le monde nous dit toujours qu'on est en vacances. Moi, il y a quelque chose qui m'agace un peu, je vous l'avoue. Ah, bah tu pars en vacances. Ah non, je vais travailler. Ils ont du mal, les gens d'ailleurs, à faire la part des choses. Ce côté-là, bon, maintenant ça me fait plus rien, je me suis habituée, je botte en touche. Mais c'est vrai que oui, quand on voyage beaucoup finalement, où est-ce qu'on part en vacances? Moi, en fait, j'aime bien aller, comme je disais tout à l'heure, dans le sud. Je sais qu'il va faire beau, que je vais me poser.
Et j'ai pas trop envie de bouger. Donc on se ressource, retour aux sources, la c'est ça, famille, c'est les ça. amis. Exactement. Je vais pas partir ailleurs, c'est rare. Et vous, Chung Tao, alors quand vous êtes en vacances, si vous avez des vacances, parce que quand on a dépendant, vous rentrez. Je rentre en Asie. Souvent, Ouais. je rentre à Taïwan pour voir ma famille, mes amis, et aussi profiter déjà sur l'Asie, d'aller dans les autres pays. En fait, avant de venir en France, je connais pas très très bien mon pays, Taïwan, j'ai un peu voyagé, mais maintenant, quand j'ai beaucoup voyagé en Europe, etc., ça donne plus envie de découvrir mon propre pays. Et puis, chaque fois quand je rentre à Taïwan, ça fait plaisir d'aller redécouvrir des endroits différents, même les petites îles que je ne suis jamais allé. Et ça vous arrive de vous sentir un peu touriste dans votre pays d'origine, dans votre propre pays d'origine? Plus en plus. Ouais. Comme chaque endroit a une évolution, il se développe. Et parfois, je me sens vraiment un peu comme un étranger, un peu comme un touriste. Mais ce qui est bien aussi, que le regard, c'est devenu un regard de l'extérieur. Donc, en même temps, ça peut porter une admiration, mais en même temps, une critique sur ma propre ville, mon propre pays, tout ça. Donc, je pense que Alors on garde l'esprit critique parce qu'on reste malgré tout journaliste. Oui. Et puis on a eu une palette de destinations tellement large qu'on devient un peu plus exigeant peut-être. Un peu exigeant, mais en même temps, c'est aussi un peu nostalgique quand on se dit « Ah, ça, c'est que j'ai… » Ça a changé et peut-être pas toujours en bien. Oui, Ouais. mais peut-être ça n'a pas changé. Waouh, ça fait 30 ans, il n'est pas changé. Donc, tout ça, ça provoque une émotion, un sentiment très intéressant. C'est intéressant parce que moi, c'est un peu la même chose pour moi. En fait, quand j'ai commencé à rentrer, à me ressourcer et tout, finalement, je me suis dit, on peut découvrir plein de choses, comme un touriste lambda, que je n'avais jamais fait avant. Donc, je me suis mise à explorer un peu Paris, à explorer le Var, et je me suis mise à écrire aussi sur ces régions pour le guide Petit Futé, pour les guides Petit Futé. Alors qu'avant, ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Pour moi, écrire des guides, c'était partir à l'autre bout du monde, partir à Hawaï, partir à Cuba, des endroits où j'allais souvent pour le travail. Et je me suis mise à aussi écrire sur ces endroits où je vivais. Et je pense que finalement, il faudrait Est-ce qu'on fait le travail différemment d'ailleurs quand on écrit sur des endroits qu'on connaît bien, oui. Et c'est vrai qu'on peut être influencé par des amis, par la famille et tout, mais on n'a plus la même approche. Oui, ça ne veut pas dire qu'on met tous les copains dans le guide. Voilà, c'est ça. Oui, Non, donc, clairement, ils essayent, mais j'imagine. mais clairement, on n'a pas la même approche. Et du coup, je vois différemment Paris et différemment ma région natale. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Et en même temps, notre goût, notre palais a évolué. Donc, maintenant, quand je reviens dans ma ville natale à Changhua, au milieu de Taïwan, certaines choses que j'ai beaucoup aimées quand j'étais petit, je n'aime plus maintenant. Donc, les choses n'ont plus forcément le même goût. Je pense que, elles n'ont plus le goût qu'on imaginait qu'elles avaient. Ou peut-être c'est moi qui, mon palais… Le palais a évolué. Les goûts aussi, le goût au sens littéral du terme a pu évoluer aussi. On n'a plus les mêmes goûts. Oui, et c'est là on se pose la question sur notre identité par rapport au goût, par rapport à notre palais. Ça, c'est très intéressant. Alors c'est ça, donc je parlais de Globetrotters pas comme les autres en présentant ce portrait chinois. Donc on devient un Globetrotter. Est-ce qu'on se sent plus… pour vous, Chung Tao, est-ce que vous vous sentez plus taïwanais ou français d'origine chinoise ou citoyen du monde, et vous Salia, plutôt française ou plutôt citoyenne du monde? Parce que vous êtes quand même plus de la moitié du temps à l'étranger, ou enfin vous êtes correspondant en France, donc vous en dehors de votre pays d'origine. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des moments où on n'a pas des problèmes identitaires? Et vous parliez de dépression tout à l'heure, est-ce qu'on ne fait pas des petits coups de spleen de temps en temps? Mais qu'est-ce que je fais là Non, parce que les gens ils croient toujours que le voyage c'est forcément positif. Donc je préfère dire que des fois, si on n'est pas bien, il vaut mieux pas partir. Voilà. Parce qu'il y a quand même, il faut avoir une hygiène de vie, il faut être organisé, il faut bien dormir. Enfin, tout ça c'est très important. Sinon on ne peut pas faire le travail correctement. Bien dormir malgré les décalages horaires parfois. Malgré les décalages horaires. Et c'est pas si évident que ça à gérer parfois. Donc oui, est-ce que je me sens citoyenne du monde ? Moi, je dirais oui, mais avec mon identité française et algérienne, parce que je suis aussi d'origine algérienne. Et finalement, je me sens bien partout. Mais j'ai appris, parce qu'au début, on est déphasé, c'est pas si simple.
Ouais, il y a un petit côté déracinement. Voilà, c'est ça. Mais finalement, après, je pense que si on va bien, si comme je disais tout à l'heure en exagérant un peu avec la dépression, si on va bien, si on est bien, tout se passe bien. En fait, on peut être bien partout. Et tout comme il y a des gens qui vivent toujours au même endroit, mais qui sont bien nulle part, vous voyez. Oui, ça y a ça aussi. Ça sont des espèces d'apatrides un peu. Voilà, c'est ça. Donc, non, et puis je pense que le voyage, ça aide aussi à s'étonner de tout, à être beaucoup plus, disons, alerte sur ce qu'on voit au quotidien, même quand on fait la même chose, enfin, qu'on vit dans la même ville. Je pense qu'il faudrait vivre comme on voyage et finalement s'étonner plus facilement de choses qui peuvent paraître routinières. Et moi, ça m'a apporté ça, ça m'a apporté un vrai équilibre en réalité, alors qu'a priori, ça pourrait être quelque chose de très déstabilisant. Mais... Alors justement, il y a une question que je me suis posée en préparant l'émission, et c'est peut-être encore plus vrai peut-être pour vous qui travaillez sur des guides, c'est que c'est vrai que dans le cadre de votre travail, ça doit vous arriver de retourner plusieurs fois à une même destination. Alors est-ce que au fil du temps, il y a suffisamment de nouveautés pour que la destination vous intéresse, ou est-ce que vous y allez de manière vraiment administrative, bon allez, on va mettre à jour les informations, et d'ailleurs est-ce que vous ne pourriez pas le faire par téléphone? Est-ce que ça vaut toujours le coup de repasser dans un endroit qu'on a déjà vu? Et par exemple, vous nous direz, peut-être Chung Tao va répondre, mais ça m'intéresse que vous nous disiez après aussi à quelle fréquence vous retournez visiter une destination. Alors Chung Tao, quand on retourne plusieurs fois au même endroit? Je pense que quel que soit l'endroit où il est, il y a toujours quelque chose à découvrir. Parce que ce n'est pas une seule fois, on reste 2 jours, une semaine, on peut découvrir tout. On n'a pas eu forcément le temps de tout découvrir. Et en plus, il y a aussi les saisons différentes, le temps différent, etc. Ça peut changer votre vision par rapport à cet endroit. Et après, c'est comment tu accueilles toutes ces informations. Pas seulement l'Office du tourisme, le plus important, c'est rencontrer des gens locaux et qui vous parlent de leur propre ville. Oui, l'Office du tourisme vous renvoie toujours un peu dans les mêmes endroits. Avec leurs partenaires. Il y a toujours un endroit secret qui est prêt à découvrir. Donc là, je pense que c'est le travail du journaliste. Alors, et quand vous allez dans une ville pour la faire découvrir à vos lecteurs de Pékin, de Shanghai ou de Hong Kong, vous restez combien de temps dans cette ville en moyenne, parce que j'imagine que selon les villes, c'est pas forcément le... C'est difficile, c'est vraiment difficile à déterminer combien de temps qu'on... Et c'est déjà arrivé que vous alliez dans une ville, l'un et l'autre, pour 2 jours et dire non mais il y a trop de choses à voir, je reste une semaine. C'est ça, c'est le côté imprévu. Est-ce que là il n'y a pas la compta du guide qui vous appelle pour dire ouais mais le budget, non? Ah oui, il faut faire attention au budget quand même. Mais non, on essaye de s'adapter aussi au budget. Parce que sinon, c'est pas possible. Évidemment, c'est pas infini. Oui, parce que vous devez tester des choses, des restaurants, des cafés, des hôtels. Bon, j'imagine qu'une partie de ces établissements vous invite, mais pas tous. Donc effectivement, c'est aussi des budgets. Est-ce que ça coûte très cher d'ailleurs de faire un guide ou de faire un reportage touristique? Est-ce que c'est rentable pour un magazine ou pour un guide? En fait, on a des limites, mais si on les dépasse, bien sûr, exceptionnellement, ils vont faire une rallonge de frais, mais il faut qu'on justifie. Il y aura 1 ou 2 pages de pub en plus dans le guide, c'est ça? Ça, je sais pas. C'est pas votre partie, oui. Mais disons que non, il faut faire attention parce que sinon ils s'en sortent plus. Et donc du coup, non, on essaie de tester vraiment les choses. Enfin moi personnellement, les choses nouvelles ou vraiment très locales. Je vais aller vraiment là-dessus. Plutôt que d'aller faire les établissements qui ont pignon sur rue et qui sont déjà dans tous les guides pour avoir une vraie valeur ajoutée dans le texte. D'accord. Est-ce qu'il y a des endroits, enfin des régions sur lesquelles vous êtes spécialité? Vous, par exemple, Chung Tao, est-ce qu'il y a des régions françaises? Alors peut-être le Bordelais, la Bourgogne, parce que vous faites beaucoup de reportages sur le vin, et donc du coup, on parle de tourisme, donc il y a aussi le tourisme viticole, qu'on appelle le no-tourisme. Est-ce qu'il y a des villes ou des régions françaises où vous retournez très régulièrement? C'est plutôt la région Provence et Côte d'Azur parce que mes 3 premières années c'était à Aix-en-Provence. Ah oui, d'accord, oui. Et donc quand j'étais là pendant 3 ans, en plus c'est mes 3 premières années que je découvrais la France. Et j'avais une petite voiture complètement pourrie. Tant que ça roule. Tant que ça roule. Et ça m'a permis de vraiment voyager, se déplacer un peu partout, essentiellement sur la Provence et Côte d'Azur. Et donc là,
c'est aussi une région très très touristique en France. Et c'est vraiment la région que je reviens presque chaque année, plusieurs fois d'ailleurs. Et donc c'est vraiment la région que je connais. Ok. La Provence est très populaire en plus. Oui, en Asie, c'est tout à fait. quelque chose d'incroyable. Même- On m'a dit ça en tout cas. Ouais, Il y a même beaucoup de les Chinois gens- qui viennent Ouais. pour la lavande, au plateau de Valençol. Ouais, ouais. Enfin, c'est Mais incroyable non, ce phénomène. Il faut l'amener vers, par exemple, l'arrière-pays de Nice, où il y a ça. personne, ou un C'est ça peu qu'il faut faire. vers la latitude des Hautes-Alpes, là-bas, C'est pour tellement joli. admirer les montagnes, surtout en été, quand il n'y a pas la neige, il n'y a pas beaucoup de touristes, mais là, il y a plein de choses plutôt authentiques, Oui. pas trop touristiques, Tout à fait. à découvrir. Ok. Là, Comme quoi, il y a toujours des choses à découvrir. Bah C'est sûr, il y a toujours des choses à découvrir. On voit les villes changer vraiment d'une année sur l'autre. Est-ce que, par exemple, alors vous faites des guides comme Cuba, par exemple. Oui, Depuis tout à combien fait. d'années vous faites le guide de Cuba? Ça doit faire 8 ans. 8 ans, et c'est vrai que Cuba, il y a eu beaucoup d'évolutions politiques là-bas. Est-ce qu'on les ressent aussi au niveau touristique? Ah, complètement, c'est une destination qui est passionnante. Quand j'y suis allée, donc il n'y avait pas encore Obama qui était allé sur place et qui avait un peu assoupli l'embargo. Mais il y avait déjà ces petits business particuliers qui commençaient à ouvrir. Et aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises, de particuliers, des restaurants tenus par des privés et aussi des hôtels, des petites maisons d'hôtes qui sont développées. Et c'est passionnant parce qu'en fait, à chaque fois que j'y vais, c'est vraiment un boom. Je me dis, mais comment ils ont fait? Surtout qu'à Cuba, ils ont très peu de moyens. Donc moi, c'est ça qui me fascine. C'est des gens très inventifs, très créatifs, qui avec pas grand-chose font vraiment des merveilles. Et au niveau touristique, c'est génial, quoi, parce qu'il y a une authenticité. C'est là où c'est très fort. On ne le dit pas assez souvent. Il y a eu cette peur des Américains qui allaient débarquer à Cuba. Oui, bien sûr. En réalité, ils n'ont pas vraiment débarqué. C'est surtout des croisiéristes. Hein. On en croise, mais ils viennent rapidement. Oui, Et- et puis ils voguent au large. Hein, Voilà, exactement. Ils n'ont rien transformé. Hein. C'est toujours Cuba, mais avec une valeur ajoutée au niveau touristique parce que c'est toujours très authentique. Et c'est ce qui fait finalement le succès du tourisme là-bas, même s'ils ont des difficultés. C'est vrai, les Cubains, il ne faut pas se leurrer. Mais au niveau touristique, c'est magique, hein, vraiment. Et chaque fois, il y a des nouvelles adresses. Alors là, on parlait de pays qui évoluaient justement pour des raisons politiques, hein, et ça se ressentait dans le tourisme. Mais là, sans parler de politique, est-ce qu'il y a des pays, des fois, où on se sent un peu en insécurité? Est-ce que ça peut arriver? Si oui, lesquels? Il y a 2 ans, j'étais à Maroc. Bon, essentiellement, Ouais. Maroc, c'est un pays très sécurisé. Ouais. Et j'ai vu depuis le COP 21 qui a vraiment, Ouais. Marrakech a beaucoup évolué. Ouais. Marrakech, c'est un peu le 21e arrondissement de Paris maintenant. aujourd'hui, hein. Ouais, Oui. c'est vrai que- Et, mais raison. moi, j'ai fait une fois un tour pendant une semaine, pour un peu circuler, rentrer dans le désert, tout ça. À un moment donné, comment on appelle ça alors, Le guide? Non, le et chauffeur, guide, oui. parce que j'avais un guide et j'avais un chauffeur. Il m'a indiqué que proche de la frontière de Mali, ou je ne sais pas. Ah, Mauritanie, oui, peut-être. Ouais, Oui. Ah oui. par là, Oui, je me dis, on ne sent pas très bien, etc. Ouais, parfois, c'est vraiment. Il faut connaître un peu la La géopolitique, oui, c'est ça. du pays. Ouais, ouais. Et vous, Oui, Salia, effectivement, c'est surtout en tant arrivé? que femme, Oui. n'est-ce pas, c'est une question importante. Moi, je prends jamais de risque. Hein. Je ne vais pas aller dans un coup de gorge parce qu'on me dit oui, il y a un truc très très sympa à voir. Non. Moi, sinon, j'aurais Il faut fait regarder avant où vous mettez les pieds. Voilà. oui. Sinon, j'aurais fait reporter de guerre, mais c'était pas ma vocation. C'est pas la même chose. Oui. Et donc, du coup, non, je me renseigne toujours. À la fois ça peut être auprès de l'hôtel, ça peut être auprès de l'office du tourisme, mais surtout auprès des locaux, parce qu'eux, ils savent exactement ce qui se passe. Et comme ça, normalement, sauf. Oui, la s'il y a faute un à endroit où ils n'ont pas envie d'aller, eux, Voilà. vous savez qu'il ne Oui, faut pas y aller non plus. normalement, quoi. Oui, oui. ils savent. Ouais, alors, et à l'inverse, est-ce qu'il y a des endroits sur lesquels vous êtes tombé où vous vous sentiez tellement bien que vous n'aviez plus envie de revenir? Alors là, il y en a beaucoup. Ah ouais, il y en a beaucoup. On peut en citer peut-être 2-3, et puis pourquoi? Je laisse l'honneur. Peut-être pas tous les endroits, mais citez-en Non, mais- un ou deux chacun. Oui. Récemment, peut-être Sri Lanka, parce que Sri Lanka, c'est un pays, pendant pas mal de temps, ça a été fermé. Et il y a 2 ans, j'étais vraiment pour la première fois, j'ai découvert ça et je trouve que c'est encore un pays qui n'est pas trop pollué. Encore un peu soi-disant. sauvage, ouais, un Ouais. peu. Ouais, un Et peu, surtout des gens locaux qui restent encore très naïfs ou très sympathiques Ouais, ouais. vis-à-vis aux touristes. Malgré la circulation, c'est un peu bordélique, mais c'est encore un pays qui n'est pas trop touristique et il y a encore plein d'endroits,
plein de choses à découvrir authentiques. Ça, c'est un endroit, quand je passais une semaine là-bas, je me suis dit, mince, une semaine, ça ne suffit pas. J'ai envie de vraiment prolonger mon voyage et continuer à découvrir ce pays. C'est vraiment le dernier pays que ça me tient le cœur. D'accord. Et vous, Salia, alors, la destination qui vous a donné envie de ne pas revenir? Apparemment, il n'y en a pas qu'une. Là, c'est vraiment pas Vous êtes évident. un cœur d'artichaut, là. Partout oui. où vous vous posez, vous Oui, voulez c'est rester. vrai. Non, mais moi, j'aime bien le soleil, j'aime bien la nature, et j'aime bien les endroits préservés, donc il y en a quand Ah, même. tous les deux, heureusement. donc ce même point commun. Ouais. Ouais. Un endroit qui est resté authentique, donc. Et c'est difficile, mais je dirais il y a 2 endroits. Puisqu'on parlait de Cuba, il y a une petite île qui est à l'ouest de Cuba, donc qui est Cayo Levisa. D'accord. Qui est une petite île inhabitée où il y a juste un petit hôtel avec des maisons sur pilotis. J'adore parce que c'est juste sublime. L'eau elle est turquoise, on est bien, on est reposé, il n'y a pas de route, il n'y a pas de pollution. On se sent tout simplement bien et on n'a pas envie de partir. On est se en sent harmonie. prise avec la nature Voilà. aussi. Et à chaque fois que j'y vais, ça me fait la même chose. Donc je pense qu'il y a quelque chose. Est-ce que ça nous ramène à nos origines un peu préhistoriques où Peut-être. on communie avec Peut-être. avec l'eau, la mer, Oui, le peut-être. soleil? Et ça me fait la même chose à Hawaï, où il y a vraiment c'est très volcanique. Hawaï, il y a vraiment les éléments, ils sont omniprésents, quoi. Bon, le volcan s'est calmé là sur le Kilauea maintenant, mais il y a toute une mythologie aussi chez les Hawaïens, un peu comme chez les Grecs, vous savez, avec différents dieux. Et je pense que c'est pas un hasard. Oui, puis le Hawaï, c'est un mélange de beaucoup de Tout à communautés, fait. entre autres chinoises d'ailleurs aussi. Exactement. Où, C'est passionnant d'ailleurs. ouais, Le où il y a une Chinatown, culture très, incroyable. très métissée. Oui. Oui, très métissée. Mais tout le monde, disons, respecte cette nature et se réunit autour de ça. Moi, je trouve ça vraiment magique quand je suis là-bas. Je me sens bien aussi. Et il y a Est-ce plein que- d'endroits hawaïens qui sont préservés. Difficile d'en citer un en particulier. Et quand on voyage donc autant que vous, des journalistes touristiques, grands globetrotters, est-ce que quelque part on se crée sa propre culture en s'inspirant un petit peu de ce qu'on a vu à travers le monde? Parce que c'est vrai que quand on voyage souvent sur une même destination, c'est vrai que parfois on peut adopter certaines cultures. Je sais pas, ça peut être sur l'horaire de la sieste ou la façon de boire l'apéritif. Enfin voilà, je dis n'importe quoi. Est-ce que quand on voyage souvent comme ça, on se crée une méga culture très métissée Je pense que je suis devenu trop parisien ou trop français. Ah oui. Il faut toujours un apéro avant le dîner. Il faut toujours finir un repas par un sucré. C'est toujours comme ça. Ou pendant le repas, il faut toujours un petit verre de vin. Je pense que même où que je sois, quand il n'y a pas un vin, ça m'a un peu, un peu contrarié. Voilà, toujours avec modération quand on dit. Hein. Ouais. On fait attention à respecter mais la loi. Le plaisir, c'est là. Je pense que c'est un peu ça. Et vous, Salia, alors? Moi, vraiment, l'influence, oui, je l'ai dans un peu tous les pays, surtout les pays où je reviens, où je retourne tous les ans, tous les 2 ans en moyenne. Et notamment dans la musique que j'écoute beaucoup de salsa, par exemple. J'irai presque tous les jours. Parce que ça y est, c'est devenu des artistes références. Alors, vous écoutez de la salsa, mais est-ce que vous êtes devenue une grande danseuse de salsa à j'avoue force que- d'aller à Cuba? On va à la démonstration. Rassurez-vous, non, on Non, vous demandera pas la j'avoue que- démonstration. Oui, il manque la musique. Mais oui, Marc-Anthony, le roi de la salsa. Non, et là, en régie, ils sont en train de chercher un morceau de salsa, je vous le dis. Non, mais il est portoricain, il n'est pas cubain, mais il est tellement connu à Cuba et partout que voilà, c'est le roi de la salsa. Non, mais oui, je danse un petit peu, j'ai progressé, hein, parce que chaque fois, je redanse avec un prof de salsa que je connais. Mais non, je ne suis pas une pro. Et oui, donc moi, c'est au niveau de la musique. Et au niveau de ce que... Votre souvenir number one quand Oui. vous rentrez d'une destination, c'est d'abord de la musique? Ah oui, Ouais. vraiment, vraiment. Donc à chaque fois que j'entends un morceau, d'ailleurs à Cuba, j'essaie de récupérer le nom de l'artiste quand ça me plaît bien et je les écoute après. Vraiment. D'accord. Et partout. C'est une façon de ramener avec vous un Oui. petit bout du pays. Pour moi, oui. Ouais. Ça, c'est une bonne idée. Parce que la première fois, j'étais à Portugal, j'ai assisté à un concert de Fado. Le Fado, Et c'était j'étais très beau, tom- le Fado. Ah c'est oui, sûr. j'étais tombé amoureux de Fado. Et tout de suite, après le concert, je vais acheter quelques disques pour ramener Ouais. à Paris. Ouais. J'ai cru que c'est... Ouais, Ça, c'est beaucoup. Ouais. Alors, le journaliste qui est censé consigner ses souvenirs par écrit ramène des extraits sonores avec lui. Ça, c'est intéressant quand même. Ouais. C'est une. Et alors, justement, est-ce que quand on écrit son article sur le Fado au Portugal ou qu'on écrit son article sur les clubs de salsa de Cuba, est-ce qu'on le fait en musique et avec de la musique locale, justement?
Moi, ça m'arrive souvent. Ouais. Moi aussi. Ouais, Moi aussi. voilà, point Ouais. commun. Ouais. Et C'est c'est ça qui inspirant. est intéressant et c'est aussi pour ça que je vous ai invités tous les deux. C'est que l'un, vous êtes correspondant à l'étranger pour des médias et vous Oui. partez à l'étranger Ouais. pour, pour des médias, des guides français et on s'aperçoit qu'effectivement, vous avez quand même pas mal de points communs sur pas mal de choses. J'ai un petit souvenir qui est assez intéressant. Que j'étais une fois en Turquie. Et comme je n'ai pas beaucoup de barbe, hein, mais j'ai quand même envie d'expérimenter comment ils Le barbier, parlent, ouais. tout ça. Et quand je suis entré, enfin, ils sont OK, bon, bah, ils m'ont fait quand même. Mais c'est l'ambiance là. Avec un petit sourire quand même ou... Ouais, ils sont super gentils. Avec la musique, et c'est l'ambiance là, et ça m'a vraiment dans la tête. Et quand je suis entré à Paris, j'ai commencé à écrire l'article. Tout ça, ça revient. Et ça m'inspire, ça m'aide beaucoup d'écrire dans mon article. Alors justement, ça, le barbier turc, c'est vrai que ce n'est pas forcément une occupation que font les touristes, c'est plus les Turcs, les locaux qui vont chez le barbier, parce qu'il y a une grande culture du barbier en Turquie, où on épile un petit peu les petits poils là avec du fil, etc. Donc, et il y a les serviettes chaudes. les serviettes chaudes, tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est culturellement, disons que ces barbiers sont plus fréquentés par les locaux que par les touristes. Comment on fait justement quand on est sur place pour ne pas se laisser embarquer justement sur les rails des activités touristiques et pour réussir à sortir un peu et être original? Parce que sinon tous les articles sur une destination ou tous les guides sur une destination risquent d'être les mêmes. Comment on fait pour sortir des sentiers battus? Il faut avoir C'est quoi vos trucs? un esprit aventurier. Oui. Toujours. Ah oui, c'est Ok, même pas de la on a- curiosité, c'est carrément aventurier. Ah bah, de Ouais. curiosité, oui, Vraiment. mais il faut toujours un Et de- esprit d'aventurier. Bon, allez, je vais essayer, Non, malgré je ne parle pas la langue, malgré tout ça. Ouais. Donc, il n'y a pas de grand risque de ta vie ou tout ça. Lance, just do it. Ouais. Et là, tu vas trouver quelque chose de vraiment très, très intéressant et qui va vraiment mémoriser votre voyage. Là. Alors, vous faites tous les deux ce métier-là depuis un grand nombre d'années. Est-ce qu'au fil du temps, dans les pays qu'on fréquente et dans lesquels on revient, est-ce qu'on se constitue un réseau d'informateurs qui vous préviennent quand vous arrivez? Ah, il y a un nouveau restaurant qui a ouvert sur cette plage, il y a un musée, il y a un nouveau musée qui est super, etc. Est-ce que on noue des relations? Il y a la police a ses informateurs pour faire ses enquêtes, les paparazzis ont leurs informateurs pour savoir où prendre des stars en photo. Est-ce que le journaliste touristique ou l'auteur de guide a des informateurs comme ça? Absolument, moi j'en ai un peu partout, vraiment, mais je renouvelle toujours les informateurs. Parce que le problème, c'est que. Alors, les Après- Marnans ont une femme dans chaque port, vous avez un informateur dans chaque port, c'est ça? Oui, on peut dire Ouais. ça. Parce que c'est important, parce qu'on n'est pas là-bas tout le temps, hein, donc ça va très très vite, surtout les destinations touristiques, ça bouge. Donc moi j'en ai, mais j'essaie toujours de trouver des nouveaux. Parce que le problème, c'est qu'après, ça peut vite se scléroser, toujours les mêmes contacts, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ils vont aussi donner des contacts d'amis, il y a des fois des intérêts qu'ils peuvent avoir, donc il faut faire très attention. Mais oui, j'utilise vraiment ce que vous appelez les informateurs. D'accord. Et est-ce que ça vous est arrivé justement d'avoir eu l'impression pas de vous tromper, mais est-ce que c'est arrivé que vous écriviez sur un endroit dont vous disiez tout le bien que vous pensiez et que derrière, il y a des lecteurs qui écrivent en disant mais comment, mais ça va pas du tout, etc. Et à l'inverse, parce que maintenant il y a une espèce de suprématie des réseaux sociaux et des sites genre TripAdvisor, est-ce que ça vous est arrivé de très bien manger dans un restaurant mal noté, par exemple? Est-ce qu'il y a des illogismes comme ça qui vous sont arrivés? Ça arrive assez souvent. Ah oui, pour d'accord. moi, par exemple, quand je postais un article sur Facebook, que je recommandais un restaurant, et ça arrive assez souvent, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah non, j'ai mangé la paella, c'est très mal passé, etc. » Je pense qu'aujourd'hui, des internautes qui se permettent de faire un commentaire, d'un côté, c'est très très bien. D'un autre côté, je ne veux pas me justifier mon compétence professionnelle parce que quand je vais aller au restaurant, je ne regarde pas que
dans l'assiette, on regarde tout. Bien sûr, le oui. service, l'ambiance, etc., etc. Oui, vous n'êtes pas là pour juger, vous n'êtes pas comme un critique gastronomique, vous n'êtes pas là pour juger Voilà. le talent ou la compétence d'un chef, vous êtes là pour décrire une expérience globale. Tout à fait, tout à fait. Donc ça arrive assez souvent. Par contre, c'est plutôt rare qu'un restaurant qui est mal noté et puis je le trouve… Soit finalement un bon restaurant, Ça, ou peut-être même que vous ne prenez même pas la peine d'y aller. À moins que le propriétaire Ouais. ait changé récemment, D'accord, sinon oui. c'est assez rare. Ouais. Et il y a je sais pas, je prends l'exemple des restaurants, parce que bon, moi j'aime beaucoup manger, vous le savez. Et donc, est-ce que ça arrive qu'on mange dans un restaurant, par exemple, dans une ville, et qu'on se dise, ah mais demain je dois faire celui-là, demain je dois faire celui-là, mais j'ai pas envie, j'ai envie de manger là tous les jours. Est-ce que ça peut arriver? Et d'ailleurs, on mange combien de fois par jour quand on est en reportage comme ça, dans un pays ou dans une région? On essaie Je vois un sourire gêné. Non, parce que moi j'essaie de faire attention à ma ligne quand même, donc je fais du sport parce que sinon c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'on essaie de grignoter, on va pas tout manger parce que sinon on peut pas. Mais ça peut vous arriver de faire 2 déjeuners par exemple, mais de manger qu'un demi-déjeuner dans un restaurant, puis un demi-déjeuner dans l'autre. Non, moi en général je fais pas ça, j'essaie de choisir chaque C'est jour. c'est pas du productivisme à ce point-là, quoi. Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. On Ouais, fait- ça, au contraire, moi je mange tout. Ouais. Et ça m'arrive pendant 2 semaines, tous les soirs, 3 étoiles, Ouais. Oui. un 3 étoiles au dîner et une étoile ou 2 étoiles au déjeuner pendant 2 semaines. Ça m'arrive, mais je mange tout. Et quand on rentre fatigué et jetlagué à la maison, après avoir dîné dans des 3 étoiles tous les soirs, Ouais. est-ce qu'on a vraiment envie de se faire une petite soupe au vermicelle? Bah oui, ça c'est sûr. Oui, c'est un plaisir en fait. Ouais. Comfort food, c'est très très important. Ouais. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, que quand on est en temps de voyage, c'est pas que le physique, on doit rester en forme, bien dormir, etc. Il faut aussi le mental, qu'on soit bien dans notre esprit. Sinon, quand vous êtes fatigué, vous avez mal à dormir, vous n'allez pas être sensible par rapport à ce que vous allez découvrir. Oui, parce qu'on parlait justement principalement de la fatigue du décalage horaire, mais de changer en permanence de langue, de culture, de monnaie. Il faut faire de la gymnastique un petit peu intellectuelle, de l'arithmétique pour la conversion, etc. Est-ce que c'est un petit peu fatigant, un petit peu usant aussi tout ça? On voit des choses un peu légères, hein, parce que vous êtes en voyage. C'est vrai, pour nous, c'est un peu le travail, mais c'est un peu aussi le plaisir de… Oui, et puis c'est plus Pas souvent les que les, vacances. plus souvent que les autres. Et donc, quand vous allez rencontrer des gens, allez léger, comme c'est un jeu que vous allez parler, tout ça. C'est pas vraiment très strict que vous allez… C'est pas le plus gros des stress, quoi. Voilà, Ouais. donc je pense qu'il faut aller légère. Ce côté-là, ça m'amuse pas mal. Et le climat alors, le fait de changer de climat aussi, souvent comme ça, de se retrouver un coup dans des endroits où il fait plutôt froid, d'autres fois dans des endroits où il fait très très chaud. Est-ce que ça fatigue un petit peu? Et puis on a ses préférences aussi. Ouais. Hein, vous disiez que vous aimiez beaucoup le soleil. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, si vous êtes un amateur de. Moi, j'attends les deux. D'accord. Moi j'ai fait le guide Finlande une fois, je l'ai fait qu'une fois parce que je suis partie en plein hiver et mes cils qui ont gelé en Laponie. Ça m'a marqué, j'avais pas l'habitude, mais c'est un pays magnifique. Mais je dois avouer que… Mais pas pour les cils. Voilà, non, Ouais, pas pour les d'accord. cils, surtout quand on met pas de waterproof, je ne dis pas les problèmes. Donc non, mais plus sérieusement, c'est un pays très beau, mais pour moi l'hiver, les pays froids, c'est pas mon truc, il faut dire la vérité. Et alors, vous avez tous les deux des parcours, à nouveau un point commun, hein, parce que vous avez fait Cagne Hippocagne, donc des lettres, vous aussi, vous avez fait des lettres modernes. Un jeune qui nous regarde, un jeune téléspectateur de Mandarin TV qui voudrait voyager comme ça, qui voudrait devenir soit correspondant dans un pays étranger pour des magazines ou auteur de guide touristique, comme c'est votre cas, Salia, au Petit Futé. Qu'est-ce que vous lui recommanderiez de faire des lettres comme vous et puis après de se cultiver pour les autres cultures, de se renseigner sur les autres cultures? Qu'est-ce que vous conseilleriez? Je pense qu'il faut déjà être très bon à l'école, vraiment, parce que quand on fait ce genre de métier, on doit écrire vite. Et si on a une orthographe qui n'est pas terrible, bah, ça ne marche pas. Bien écrit. Voilà, bien écrire, avoir Vite et bien écrit. Voilà, avoir un minimum de style parce que quand même, sinon Oui, on sinon écrit. ça peut devenir très redondant, Voilà. les mêmes tournures, C'est les mêmes. déprimant Oui. pour les lecteurs et même pour la maison d'édition ou le magazine de toujours devoir reprendre.
Et donc du coup, voilà ça. Et puis après, de suivre vraiment sa passion et ses rêves. Si c'est vraiment quelqu'un qui adore voyager, il ne faut surtout pas se laisser décourager parce que c'est possible, vraiment. Si nous on y est arrivé, tout le monde peut y arriver. Si vraiment il a envie ou elle a envie de le faire, c'est possible. Vous êtes d'accord sur la façon de faire Oui, mais Chong Tao j'aimerais bien rajouter une autre chose, c'est que un bon œil photographique pour c'est important, bien sûr. visionner le local, pas forcément techniquement une bonne photographie, mais un œil. Avoir un bon cadre, oui, savoir prendre Comment voir Ouais. des choses que Très vrai. les autres ne voient pas. Être très observateur, c'est exactement fait. ça. Si Ouais. on a le sens de l'observation, qu'on est curieux, on peut y arriver. Ouais. Parce qu'il faut quand même toujours apporter un regard assez nouveau. Parce que sinon, quel ennui. Alors, vous parliez d'écrire vite et bien. Alors, dans la presse, il y a des secrétaires de rédaction qui relisent. Il y a dans les guides, il y a des relecteurs ou des relectrices. Ça arrive qu'on vous dise bon, ta tournure que tu me mets 10 fois. Ça arrive comme ça qu'on ait des tics de langage dont on ne s'aperçoit pas. Oui, ça m'arrive. Mais ce qui m'ennuie le plus, c'est vérifier des petits détails. Ah oui. Des petites informations. Un horaire, un numéro de téléphone. fastidieux, ça, et pourtant, il faut le faire. Et souvent, même, vous passez énormément de temps pour vérifier tout ça. Et le temps qui ça prend passe, peut-être presque plus de temps à faire que d'écrire, en fait. Ah oui, Et surtout, aujourd'hui, sur Internet, il faut dire que toutes les informations sur Internet ne sont pas forcément correctes. Et le temps que vous avez rédigé votre article et l'a publié, ça peut être encore changé parfois. Par exemple, récemment, j'ai écrit un restaurant à Paris. Le chef est japonais. Et le moment où je l'ai envoyé à la rédaction, aller à l'imprimerie, le chef m'a envoyé un petit texto. Je vais partir, je me suis engueulé avec le patron. Ah oui, là effectivement. Ça arrive, ça c'est effectivement pas de chance, oui. Et alors, quand vous êtes en voyage comme ça en permanence, vous écrivez au fur et à mesure, vous prenez des notes simplement et vous écrivez plus tard, ou alors vous écrivez vraiment, vous rédigez au fur et à mesure, vous attendez d'être rentré pour rédiger, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une hygiène de vie là-dessus? Est-ce qu'il y a des trucs? D'ailleurs, vous avez peut-être des façons différentes de faire. Moi, j'ai besoin de laisser retomber. J'ai besoin de rentrer, de prendre du recul, parce que si j'écris sur le moment, mettons, je découvre un restaurant que je trouve incroyable et que le lendemain, j'en fais un autre qui est 2 fois mieux, tout d'un coup, celui que j'ai trouvé incroyable, je vais me dire, non. C'était nul hier. Voilà, c'est ça. Ah oui. Donc, le problème, c'est ça, c'est qu'on se dit, quand j'aurai la globalité de l'expérience, là, je vais pouvoir écrire en étant assez objectif. C'est comme ça que je fonctionne personnellement. Après, je ne sais pas comment. Mais moi, je fonctionne des deux, parce que pendant le voyage, il y a tout. Parfois, il y a des choses, tout d'un coup, tu te dis, ah tiens, ça c'est quelque chose de très intéressant, il faut le noter sur le moment, sinon tu l'oublies. Bien sûr, je prends des notes, c'est important de le dire. Oui, c'est ça, oui, je parle, effectivement, on prend des notes dans un premier temps et on rédige ensuite. Mais parfois, il y a l'inspiration où on ne peut pas expliquer ce soir-là. Alors ça, c'est la nuit, parce que si on démarre sa journée par un brunch, qu'on va visiter un musée, qu'ensuite on déjeune, qu'ensuite on va visiter d'autres choses, etc. Tu enregistres avec téléphone, d'accord. Tu racontes ce que tu enregistres. C'est un peu comme faire la note, mais comme cette petite inspiration. Votre téléphone, c'est votre plus fidèle compagnon quand vous êtes à l'étranger? Ne serait-ce que pour avoir un GPS, avoir un plan, etc. C'est vrai qu'on fait tout avec les téléphones maintenant. On reçoit tous les mails de la rédaction. Oui, c'est ça. Les WhatsApp, tout ça, on est quand est-ce que tu rentres? C'est ça, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que si on perd son téléphone, c'est assez l'angoisse quand même. J'espère que ça n'arrivera jamais. Bon, toucher le poids. On n'a pas de poids. Je vais dire, le poids. Alors, en tous les cas, c'est vrai qu'on arrive pratiquement au terme de l'émission, le temps de rappeler un petit peu tous les deux vos actualités. J'espère qu'on aura permis aux auditeurs de connaître un petit peu mieux le métier de journaliste touristique ou d'auteur de guide de voyage, c'est ça, comme ça que vous l'aviez qualifié, auteur de guide de voyage. Alors, Chong Tao, donc on rappelle vos collaborations donc avec Condé Nast Traveler China qui est basé à Pékin, Modern Weekly qui est basé à Shanghai, Arbiter qui est également à Shanghai, Travel Luxe Magazine qui est à Taïwan et à Hong Kong, beaucoup dans le luxe, plutôt de l'hôtellerie haut de gamme, et puis d'autres magazines encore à Taïwan, puis quelques guides, notamment sur les vins aussi. Voilà, Salia. Alors justement, il y a une actualité du côté du Petit Futé. Alors c'est pas vous qui avez fait ces guides-là, mais il y a des nouveautés.
nouveaux guides 2019-2020, donc le petit Nicolas futé Jacques, c'est l'auteur Chine. de Chine du Sud. Voilà. Bien, il travaille aussi avec moi le sur petit le futé Chine du Sud, De Pékin. et puis le Pékin qui ont été récemment mis à jour et qui viennent de Ouais. ressortir. Et puis vous, vos petites marottes à vous, hein, le Voilà, guide du le Var. guide Var, quand Vous êtes même. originaire du Var, donc De Villars-les-Palmiers, voilà. 83 400. Et puis Paris Gourmand 2019, Gourmand, ouais. Citybook. Donc Oui, là, c'est des nouvelles formules, des restaurants. Plus magazine, avec une sélection resserrée d'articles, des professionnels qui sont vraiment mis en avant, contrairement à ce qu'on faisait auparavant. C'est-à-dire que. Donc même quand Il y a vous des rentrez à photos. Paris, vous continuez à bosser Oui, encore. finalement. Bon. Finalement, c'est ce que je vous disais, à l'inverse. C'est vraiment un métier de chien alors en fait, ce que vous nous dites, c'est ça? Non. Bah, en mais tous les parce que cas, j'ai non, eu mais je envie pense de que le vous faire. nous avez parlé effectivement de vos métiers respectifs. Je crois que ça a été très intéressant pour les téléspectateurs de découvrir un métier J'espère. peut-être un petit peu méconnu justement, parce que les gens vous lisent, que ce soit dans les Ouais, magazines c'est ou vrai. dans les guides, mais on ne connaît pas trop les gens qui Non. sont derrière ces écrits. Et donc, c'était justement le but de ce portrait chinois aujourd'hui, de vous connaître un petit peu mieux. Merci d'avoir été avec nous, Chung Tao. Merci Mariani. Merci, Merci. Salia. C'est un plaisir. Et puis, on se retrouve C'était- bientôt pour un autre portrait chinois. Restez sur Mandarin TV pour la suite des programmes.